On fait des rencontres à peu près tous les mois. Bon, au mois d'août, on n'en a pas fait, mais on en a fait, voilà, à peu près tous les mois avec des thèmes différents, variés. Du moins, on essaye. Et aujourd'hui, c'est concernant la maladie, le processus de la maladie. Ce processus qui, on le voit dans l'hypnose régressive assistée, commence surtout, enfin, principalement dans les plans subtils pour arriver progressivement ensuite sur les plans les plus denses. Mais avant de commencer sur ce sujet, déjà, je voudrais vous remercier d'être là. Ça nous fait toujours très plaisir de vous voir nombreux, nombreuses. Donc, merci d'être présente en live. Une petite annonce également, notre site internet, donc Hypnothérapie a fait peau neuve et vous pouvez le visiter. Il y a quelques nouveautés, notamment un FAQ. Ce sont donc différentes questions que vous pourriez vous poser, voilà, auxquelles j'ai répondu. Vous pouvez aller dans les différents onglets. On propose différentes formules, différentes expériences. Je parle aussi des termes utilisés lors des sessions dans un lexique. Je parle également de la métabolisation. Nous avons un onglet dans Qui sommes-nous? Donc, où Franck, Marie et moi nous présentons, et évidemment les tarifs. Et la nouveauté aussi, c'est que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site. En tout cas, vous pouvez choisir un créneau pour une session et ensuite je la valide en vous renvoyant un mail. Voilà, donc ça c'est la nouveauté, le côté pratique, on va dire, si vous souhaitez prendre rendez-vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, il y aura aussi un blog où je mettrai les actualités et notamment les dates des prochaines rencontres. Voilà, sur ce blog, donc toujours sur le site. Ça, ce n'est pas encore actif, mais ça le sera bientôt. Voilà pour tout ce qui est le côté pratique. Eh bien, je pense qu'on va commencer sur ce sujet. Alors, première chose importante sur ce sujet, donc, qui concerne les maladies, je voudrais préciser que nous ne sommes pas des thérapeutes en hypnose régressive assistée et encore, évidemment, encore moins des médecins. Nous ne soignons pas et nous ne guérissons pas, hein. Ce n'est pas du tout notre rôle, tel qu'un médecin ou un thérapeute pourrait le faire, et même ce n'est pas notre rôle du tout. Nous vous permettons d'avoir des informations essentielles sur votre être pour ensuite qu'un processus de libération, de nettoyage, de réharmonisation puisse se faire par vos parties subtiles et qui ensuite puisse favoriser une amélioration dans votre bien-être. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, hein. On ne fait pas de soins, hein, on ne fait pas de thérapie. Il y a aussi également votre intention et votre implication qui permet cette transformation profonde, parce que moi j'appelle ça une transformation profonde à partir du moment où vous avez accès à des informations dans le subtil qui va toucher vraiment votre être profond. Ça veut dire que vous n'êtes pas complètement passif dans cette technique, mais évidemment, ce n'est pas non plus une baguette magique, hein. D'ailleurs, si vous voulez plus de renseignements sur vraiment les bases de ce qu'est une hypnose régressive assistée, vous avez la vidéo que j'ai sur ma chaîne qui est Tout savoir sur une hypnose régressive assistée et également Tout savoir sur la métabolisation qui est l'après-session. Donc, comment le processus se met en place après qu'on ait fait une session. Voilà, donc tout ça pour insister, et je souhaite vraiment insister dessus, c'est que nous n'avons pas vocation de remplacer évidemment un suivi médical, hein, classique. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le processus de la maladie, des plans subtils vers les plans de l'incarnation, c'est-à-dire émotionnel, psychique et physique. La première étape, quand on commence un processus qui va nous amener à
éventuellement faire une session d'hypnose régressive assistée, est de considérer la maladie comme faisant partie d'un engrenage complexe. C'est comme si c'était la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est la manifestation concrète, visible dans notre incarnation, d'un déséquilibre subtil. Ce déséquilibre subtil se manifeste souvent, de ce que l'on a pu voir en session, de façon vibratoire, fréquentielle, énergétique, hein, et dont les causes profondes sont bien au-delà de notre incarnation. Alors, je vous dis ça comme ça de but en blanc, c'est vraiment le processus que l'on remarque dans les sessions d'hypnose régressive assistée. C'est que quand une personne vient avec des symptômes physiques ou psychologiques ou émotionnels, eh bien, on est amené à chaque fois à aller voir qu'est-ce qui a causé cela, donc soit dans sa vie, soit au-delà, soit de façon transgénérationnelle, soit au niveau des vies antérieures, soit même au niveau de l'âme, de l'essence, etc. À chaque fois, ça nous amène, en fait, ça nous conduit naturellement à aller voir toujours au-delà, au-delà, au-delà. La seconde étape est de comprendre qu'il y a plusieurs points d'accès qui vont se trouver à différents niveaux de conscience pour permettre une évolution vers son équilibre, le retour vers l'équilibre. En quelque sorte, la maladie est la manifestation d'un déséquilibre en notre être. Et ça, ces points d'accès, ils vont être sur différents niveaux de conscience, des plans de conscience de nous-mêmes. Alors, on le verra, hein, il y a des plans de conscience dans notre incarnation, notre mental, notre émotionnel, notre physique, hein, mais il y a des plans de conscience bien plus élevés, donc nous, ce qu'on appelle les plans de conscience subtils ou de nos parties supérieures, hein. Donc, il y a différents plans de conscience et ce sont des points d'accès. Donc, on peut avoir accès à, suivant le processus qui se passe en nous, la compréhension, tout ce qui peut amener comme information importante pour nous, eh bien, on peut les avoir sur ces différents plans d'accès. Alors, je vous propose d'observer la maladie comme faisant partie d'un processus d'évolution et non comme une fatalité ou un événement dont la cause serait uniquement dans votre vie présente. Voilà, je vous propose d'avoir ce regard-là et nous l'avons grâce à l'hypnose régressive assistée. Alors évidemment qu'il y a plein d'autres méthodes qui proposent une vision plus élargie de la maladie et pas seulement causée par des causes qui ne seraient que dans notre vie présente. Mais en tout cas, cette technique-là permet d'avoir une vision bien plus élargie. Quand on est malade, on vient souvent à se poser des questions sur soi. On se pose plein de sortes de questions. Pourquoi ça m'arrive, etc. Et à un moment donné, ça dépasse même la maladie. On se pose des questions existentielles. Et donc là, c'est déjà notre être qui s'ouvre à une vision plus élargie de notre condition. Là déjà, rien que cette étape-là pourrait nous donner à réflexion et nous dire finalement la maladie, elle est là pourquoi? Puisque je commence à me poser plein de questions, à me poser des questions même au-delà de ma vie. Donc ça, c'est déjà intéressant à le prendre en compte, à le remarquer. Et à partir de là, on a peut-être envie donc d'entamer un processus ou un parcours d'évolution personnelle pour se rendre compte que finalement la maladie n'a plus la même signification, peut-être ce que l'on aurait pu avoir, c'est-à-dire un événement uniquement qui nous arrive dans cette vie-là. L'hypnose régressive assistée donc va vous donner accès à vos parts subtiles qui, en manifestant un déséquilibre, vous montrent un dessin, un objectif bien différent et bien plus important, en tout cas, de ce qu'il est, de ce qu'on a l'impression justement de vivre. Il nous propose un point de vue bien plus élargi du pourquoi et du comment. Donc quand on commence à faire cette démarche-là, on s'ouvre, on a accès
à des parts subtiles de nous-mêmes, des questionnements bien plus grands, et finalement on se rend compte que le pourquoi du comment est quelque chose de bien plus vaste. Nos parts denses, elles, par contre, émotionnelles, psychiques, physiques, elles observent la problématique qui se manifeste dans notre incarnation concrètement. Et ça, évidemment, on le vit au, au quotidien, tous les jours, quand on a une problématique physique, hein, une maladie, que ce soit aussi un choc émotionnel, une perturbation mentale. Ça, nos parts denses, elles sont là et elles le vivent concrètement. Le réflexe de notre mental, c'est quoi? C'est de vouloir guérir pour ne pas souffrir. Ça, c'est tout à fait normal. Et l'objectif, donc, guérir les symptômes. Guérir les symptômes, c'est donc éliminer les symptômes. Donc, notre mental, lui, il va absolument vouloir éliminer les symptômes. Seulement, comme on l'a vu, nos parts subtiles, elles ont un objectif, on va dire un dessein bien plus élargi et qui touche bien au-delà de notre incarnation. L'objectif de nos parts subtiles, elles ont pour objectif de vous faire évoluer pour que vous intégriez que vous n'êtes pas qu'un corps physique dense ou que dans les parties denses, vous n'êtes pas que un corps physique, émotionnel, mental, mais que vous êtes bien plus et que toutes vos parts sont reliées. Ça, c'est, on va dire, l'objectif vraiment global de tout notre être. Nous faire prendre conscience dans notre incarnation que l'on n'est pas que un corps physique, mais bien plus. Et donc, quand vous conscientisez qu'il y a des symptômes dans notre corps incarné, mais en fait, c'est la manifestation d'un déséquilibre bien plus profond. Alors, l'hypnose régressive assistée, elle, comme bien d'autres techniques d'ailleurs, hein, qui ont chacun leur particularité et qui permettent cette vision élargie de notre condition, elle va aller chercher des compréhensions profondes. Elle va aller chercher les causes profondes des problématiques qui vont aller peut-être toucher des mémoires personnelles, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires de vie antérieure, des mémoires d'âme, des mémoires d'essence. Donc ça peut aller très très loin. Et on se rend compte qu'à chaque fois, plus on avance dans notre cheminement, plus on a accès à une vision de plus en plus élargie. Et une fois que l'on est ouvert à tout cela, alors on va dire, OK, maintenant j'ai cette vision élargie de maladie, de pourquoi la maladie arrive dans notre incarnation, dans notre vie, en quoi cela peut nous aider de savoir. Alors, que sont en fait les parts subtiles de notre être? Les parts subtiles de notre être sont les parts qui sont au-delà de notre corps énergétique, émotionnel, mental et physique. On a bien d'autres couches. C'est comme si c'était des plans de nous-mêmes de plus en plus haut en vibration. Et donc, plus ces vibrations sont hautes, plus on se détache de l'incarnation. Et donc, c'est pour ça que certains plans de nous-mêmes ne sont pas directement reliés à, par exemple, ce que l'on pourrait vivre dans notre incarnation comme un moment difficile, une souffrance, une douleur. Donc, elle a une vision bien plus élargie et elle ne voit pas uniquement que le côté émotionnel et mental. Voilà. Alors, si j'en reviens à justement ce processus, c'est qu'on se rend compte qu'on a cette possibilité-là d'avoir une vision plus élargie de ce que pourrait être la maladie et on se dit, OK, on va chercher un processus de guérison. Qu'est-ce que je dois faire pour guérir? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Comment je dois voir les choses pour que ma perception n'entretienne pas cet état de maladie. Et s'il n'y a que cette approche-là, on est dans le je dois réussir, il faut absolument, je dois faire ça, etc. Donc ça, ce sont des étapes, c'est très bien. Il n'y a pas de il faut, mais c'est important
d'avoir de passer par cette étape-là, notamment également s'il y a des personnes qui, par exemple, utilisent des visualisations d'auto-guérison réactivant par exemple les cellules à l'originel, voilà, toutes sortes de guérisons énergétiques, même spirituelles. Voilà, tout ça, ce sont des techniques de visualisation complémentaires. Il y a même les objets que l'on pourrait utiliser comme les objets informés, les medbeds. Voilà, il y a différents supports en fait, des pierres, voilà, tout ce qui peut être des supports vont permettre donc à l'énergie de notre corps sur différents plans de nous-mêmes, ça dépend comment agit le support, nous permettre de retrouver plus ou moins un certain équilibre. Mais finalement, la question que je me pose moi à chaque fois, c'est que une fois qu'il y a cette réharmonisation qui se fait grâce à des objets extérieurs, est-ce que c'est durable? Est-ce que si je ne m'en sers plus, est-ce que je vais garder cet état donc d'équilibre, d'harmonisation de mon corps? Voilà, on peut se poser plein de questions par rapport à tout ça. Donc pour moi, ce sont vraiment des supports qui vont aider la personne à retrouver un certain équilibre. Mais pour moi, il manque un pilier, on va dire, un pilier vers l'évolution ou le retour à l'équilibre, c'est la conscientisation. La conscientisation, pour moi, elle est essentielle parce qu'elle va permettre de dérouler petit à petit le pourquoi du comment, d'aller à la cause profonde et de voir comment le processus, en fait, qui a déréglé l'être profond, parce qu'il peut être atteint à différents niveaux, sur différents plans de vibration. Donc, la conscientisation, elle va pouvoir se faire sur différents plans de nous-mêmes. Notre plan, sur les plans les plus denses, donc ça peut être au niveau physique, une conscientisation au niveau du corps physique, conscientisation au niveau du corps émotionnel et conscientisation au niveau du corps mental. Le corps mental, lui, il va comprendre des choses qu'il est capable de comprendre. Et ensuite, il y a les conscientisations sur des plans bien plus subtils. Et ça, notre mental, lui, ne le comprend pas forcément. Et parfois, on dit même qu'il n'y a pas spécialement de conscientisation. Mais finalement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a vraiment pas de conscientisation, ou bien c'est une conscientisation qui se fait sur des plans bien plus subtils et que notre mental n'explique pas. Donc voilà, c'est pour ça que je dis la conscientisation, pour moi, c'est vraiment un pilier vers la réharmonisation de tout notre être. Elle replace en fait notre énergie dans un fonctionnement harmonieux, plus en accord avec notre être profond, parce qu'elle a compris, en fait, on va dire le processus nous fait comprendre comment notre condition en est arrivée là. Et finalement, en ayant ces informations-là, ça permet comme de rembobiner ou de revenir, de remettre en place l'état d'harmonie dans notre corps. Comme si on refaisait machine arrière pour désengrammer tout ce qui a été engrammé et qui a causé ce déséquilibre. La conscientisation, elle permet donc de retrouver les discordances et de retrouver le chemin qui a mené au désaccord et au déséquilibre de notre être. Retrouver la cause qui engendre l'effet et le comment permet de comprendre le processus qui a mis l'être en déséquilibre. Et donc, le processus inverse peut s'activer et donc l'harmonisation peut se manifester.
Alors évidemment, c'est pas une baguette magique, hein, ça se manifeste pas comme ça juste parce qu'on l'a conscientisé, parce que chaque couche de notre être a sa capacité de régénération, et dès qu'on rentre dans les corps denses, et notamment le corps physique, la capacité de régénération du corps physique est beaucoup plus longue, parce qu'on est dans la matière, et la matière est dense, et il y a cette notion de temps qui fait. Et aussi, tout dépend de nos possibilités, de l'état de ce corps physique, de cette capacité à retrouver voilà, un équilibre. Voilà, il y a plein comment dire, il y a plein de paramètres, hein, qui font que ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Il y a des miracles, ça arrive, mais voilà, la plupart du temps, ça prend du temps. En fait, tout notre être, c'est l'expression de toutes les mémoires transgénérationnelles, de toutes nos vies antérieures, de toute notre essence, et de tout ce que l'on vit dans notre vie actuelle. C'est comme un livre ouvert, en fait, sur qui nous sommes, hein. C'est un livre ouvert sur qui nous sommes. Et la difficulté, c'est de savoir le lire. Voilà, donc tout l'enjeu, en fait, est de comprendre le fonctionnement de notre être, parce qu'en plus, on fonctionne tous différemment. Par exemple, un mal de tête peut avoir une infinité de causes, et pourtant, bah, ça reste un mal de tête, quoi. Donc, voilà, c'est toute la complexité de l'être, c'est de comprendre, voilà, comment on fonctionne. Donc évidemment, il n'y a pas de solution miracle, hein, il n'y a pas de solution déjà toute faite. C'est vraiment un cheminement de chacun qui va voilà, progresser petit à petit par des prises de conscience et avancer comme ça. Alors pour terminer, je dirais juste la conscientisation permet l'élargissement de conscience, qui permet de comprendre qui l'on est et donc notre fonctionnement. Et la maladie ou le mal-être est là comme un signal d'un dysfonctionnement. Et c'est là, à partir de ce moment-là, quand on prend conscience de ça, qu'on rentre dans un cercle vertueux, dans le sens où on apprend grâce à nos blessures, donc grâce à nos problématiques, et ça nous permet un élargissement de notre conscience qui est tout l'enjeu de notre incarnation. C'est retrouver en fait qui l'on est dans notre incarnation. Et c'est ça on va dire le challenge, hein, de notre incarnation, tout ce que l'on a oublié, que l'on a oublié de par le voile de l'oubli, la matrice, etc. Eh bien, tout l'enjeu, c'est de retrouver cette mémoire. Donc après, est-ce qu'on pourrait dire merci à la maladie parce qu'elle nous permet d'évoluer? Il y en a qui diront oui, il y en a qui diront non. Voilà, tout dépend de là où on est sur son chemin pour, pour avancer. Voilà ma petite introduction. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Voilà, maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre vraiment le plus sincèrement possible. Et surtout, en fait, ce que l'on vous dit là, ce que je vous dis, mais ce que Franck et même Marie diraient, c'est vraiment par rapport à des retours d'expérience, ce que l'on observe dans nos sessions. Et finalement, il y a quand même une certaine logique, hein, et il y a on va dire des vérités, c'est pas la vérité, mais c'est des vérités qui reviennent régulièrement, et c'est ce que j'ai voulu vous exposer aujourd'hui. Voilà, en tout cas vous partager aujourd'hui. C'est à vous. Alors avec plaisir, hein, donc on répondra. Alors il y a déjà des questions dans le chat. Alors les medbeds par exemple ne fonctionnent qu'avec la conscientisation système quantique. Alors, je ne suis pas une experte en medbed, hein. On sait qu'on veut souvent des solutions miracles, donc il y en a qui ont dit que les medbeds, c'était la solution, hein, pour guérir l'humanité. Personnellement, je
Je ne suis pas forcément de cet avis parce que je vous l'ai dit, hein, pour moi, la conscientisation et le chemin pour arriver à l'élargissement de conscience est pour moi très important, est un pilier hein, pour avancer. Donc les solutions toutes faites, pour moi non, mais après, si vous dites que ça marche avec la conscience, la conscientisation, ben, si ça peut être une aide de cette manière-là, eh bien pourquoi pas. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas comme une session d'hypnose? Alors moi, je, je parle de ce que je connais, hein, mais oui, pourquoi pas une autre manière de faire une session d'hypnose, ce serait les medbeds. Pourquoi pas? Oui, oui, tout à fait. Cela concerne tout type de maladie. Peut-on inclure aussi les accidents entraînant les maladies? Alors, j'y ai pensé également. Et rien n'est un hasard. Et ce qui nous arrive dans la vie, de ce que l'on a pu remarquer, hein, c'est que ça a toujours une cause plus ou moins profonde, plus ou moins reliée à ce qui nous arrive directement dans notre vie. Mais en tout cas, si on a un accident, c'est peut-être quelque chose qui avait besoin de s'exprimer de cette manière-là pour qu'on puisse, avec un certain recul, avec une certaine ouverture d'esprit, hein, se poser des questions et se dire, OK, là, je comprends pourquoi j'ai eu cet accident, ça m'a apporté telle ou telle réflexion où j'ai compris, voilà, que je pouvais, voilà, que ça m'ouvrait vers euh, d'autres horizons ou d'autres manières de voir les choses. Donc pour moi, que ça soit un accident ou une maladie, c'est finalement rien n'est pour rien. Il y a toujours une raison, il y a toujours une cause. Voilà, on peut continuer. Alors Marie et Franck, hein, n'hésitez pas à intervenir, Oui, oui. Alors, compléter. on a une autre question. Euh, c'est AGC qui nous pose la question. Est-ce qu'il peut y avoir des interventions d'être subtiles dans l'activation des symptômes, positivement ou même négativement? Oui, oui. Euh, mais je pense que ces énergies-là, moi je vais appeler ça des énergies. Ou alors il y en a qui les verront sous forme d'être, et il y en a qui les verront sous forme de pure énergie. Si elles ont une action sur vous, c'est qu'elles ont une résonance par rapport à votre être. C'est qu'il y a une résonance. Et que si elles agissent, hein, c'est que euh, il y a peut-être une mémoire, il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça, parce que toutes les personnes ne sont pas forcément réceptives à des énergies comme ça qui pourraient soit venir vous activer quelque chose positivement ou négativement, et du coup, euh, à ce moment-là, ça voudrait dire que si tout le monde était réceptif, euh, eh bien, on capterait toutes sortes d'énergies et ce serait le brouhaha total. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont hypersensibles et pour elles, c'est très compliqué. Mais si ces énergies réagissent pour nous, c'est qu'il y a toujours une sorte de résonance par rapport à des mémoires ou par rapport à ou une concordance énergétique. Voilà. Tu vois, Franck, peut-être tu as Oui, observé oui, c'est ça. ça. On a observé Oui, déjà. Ouais. une faille en nous qui permet à une énergie extérieure de pouvoir venir intervenir sur cette faille-là et déclencher quelque chose dans notre corps. Mais ça rejoint ce que dit Clarisse au départ, c'est qu'il y a une résonance par rapport à cette interférence. Voilà. Mais c'est plus un marqueur un petit peu de notre état, hein. Dire que l'on est interféré, c'est un marqueur qui nous indique encore une fois une défaillance potentielle quelque part dans notre être, tout simplement. Et que si l'on est, je dirais, on va employer le terme de souverain, si l'on, ça veut dire beaucoup de choses, souverain, mais c'est se nettoyer, se libérer de tout ce que l'on a à se libérer. Plus on se rapproche de ça, c'est-à-dire plus on chemine, encore une fois, on revient sur cette idée de cheminement, mais puis peut-être que plus on se rapproche de notre être parfait, qui peut-être un jour sera voilà, cette sorte de perfection et qui lui permettra d'affronter justement toutes les énergies extérieures sans en pâtir. Donc je dirais que même une interférence, à quelque part, on peut
également la remercier d'un certain point de vue. Elle nous montre quelque chose sur nous qui nous invite, comme la maladie, à nous poser des questions, déjà, à nous questionner sur nous. Une question avant de conscientiser, n'est-il pas préférable d'être déjà stable au niveau énergétique? Sinon, cela ne risque-t-il pas de nous anéantir, nous achever? Alors, en principe, comment dire, quand on entame ce processus, Heureusement que non, sinon ouais, on serait beaucoup à être anéantis, je crois. quand on entame ce processus, c'est qu'on est prêt déjà. On a cette volonté d'avancer. Et si par exemple, c'est une première session et on découvre, par exemple, des choses sur nous qui seraient peut-être choquants, hein, eh bien, en général, on a accès aux informations uniquement ce dont on a besoin, en fait. On ne va pas tout de suite avoir accès à des choses que l'on ne comprendrait pas ou des choses qui seraient peut-être trop violentes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait une session d'hypnose, une première session, on ne voit pas tout d'un coup, ce serait trop violent pour la personne. On a accès uniquement aux informations que la personne a besoin de conscientiser pour pouvoir commencer son cheminement. Donc à chaque fois, les informations sont adaptées par rapport à là où elle en est. Alors, moi, j'ai pris conscience, mais je ne sais pas comment faire pour arrêter ces problèmes de santé. Alors oui, ça, c'est vrai que on peut avoir fait un long cheminement, avoir pris conscience de beaucoup de choses, hein, et pourtant, les problèmes de santé, donc là, quand on parle de problèmes de santé, je suppose que c'est peut-être plus physique, en tout cas, sont quand même toujours là, malgré toutes ces conscientisations. Alors, en fait, on ne sait pas vraiment, pour nous, ça nous paraît peut-être insurmontable, hein, malgré toutes les conscientisations qu'on a pu faire. Mais peut-être que pour nos parties subtiles, eh bien, ça fait juste partie du cheminement que vous devez faire et qu'il y a encore des choses à comprendre et c'est des steps, c'est des paliers à passer et que aussi la maladie peut être engrammée profondément dans votre corps physique et que le corps physique aussi a du mal aussi à se régénérer complètement, à désengrammer cette eh bien, cette mémoire ou cet engrammage ou cette programmation pour vraiment s'en libérer. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pour chacun différent. Et parfois, on a l'impression de tout faire pour que ça aille mieux. Mais voilà, peut-être d'un point de vue de vos parties subtiles, eh bien, c'est bien plus important, c'est bien plus grand. Et c'est pour ça que, voilà, finalement, vos parties subtiles vous diraient, mais oui, oui, vous avancez, ça c'est sûr, tu avances, tu avances, tu avances, mais tu as encore à avancer, alors que vous avez l'impression d'avoir tout fait. Voilà, on sait pas forcément où l'on est vraiment, hein, par rapport à la façon dont on considère nos parties subtiles, notre incarnation. Oui, je me permets voilà, de rebondir un petit peu là, Clarisse, sur ce que tu viens de dire. Ouais. Justement, moi, ça fait 7 décennies que je suis malade depuis ma naissance, en fait, ou depuis 10 ans, effectivement, il y a une grande conscientisation, il y a plein de blessures de guéries, etc., etc., et que, à nouveau, je suis malade. Et donc, effectivement, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas effectivement des énergies à traiter, une problématique à traiter dans une vie parallèle, par exemple, qui viendrait interférer régulièrement dans cette vie-là et qui fait que malgré toutes mes conscientisations, mes guérisons de blessures, etc., eh bien, la maladie, elle est toujours là, sous des formes différentes à chaque fois, mais elle revient. Donc, est-ce que l'origine ne peut pas être dans une vie parallèle? Tout est possible. Tout est possible. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, euh, c'est pas une réponse que je vous apporte, mais c'est votre cheminement. Voilà.
Et si on posait la question à vos parties subtiles, elles seraient fières de vous. J'en suis persuadée. Si, elles seraient fières de vous parce qu'elles savent que malgré toutes les difficultés dans la matière, eh bien, vous continuez à avancer. Vous continuez à toujours essayer de comprendre, d'élargir votre conscience pour mieux vous connaître. Et en fait, comme au niveau de vos parties subtiles, la notion de temps n'existe pas, eh bien, Oui. c'est pas si grave. Et que ça soit dans cette vie ou dans une autre vie, c'est pas si grave non plus. Alors évidemment, nous, dans notre petite vie qui se termine à un moment donné, évidemment Oui. qu'on trouve ça grave. Évidemment. C'est ça. Mais voilà, Sur la tout durée. dépend C'est sur... sur la durée. Et oui, Oui. et tout dépend sur quel niveau vous vous placez en fait. Et plus vous vous placez, plus vos problématiques sont profondes, plus elles sont ancrées et elles vont toucher des parts de plus en plus élevées en vous. Et plus, si l'on l'aborde à ces niveaux-là élevés de vous-même, et plus le dessin est grand et finalement plus eh bien, vous comprenez de façon globale ce qui vous arrive. Mais après, la difficulté, c'est de Oui. revenir dans votre incarnation et de vous dire, C'est ça. mais zut, quoi, je souffre. C'est Ben, ça, au c'est ça. quotidien, dans la matière, c'est très Oui, complexe. oui. C'est vrai que ça me permet d'ouvrir des portes, plein de portes fabuleuses, merveilleuses, extraordinaires. Mais Oui. dans la matière, c'est dur, quoi. C'est C'est ça. vraiment. Et peut-être que vous êtes dans un cycle d'incarnation où, eh bien, votre essence a décidé, enfin, votre essence ou une part de vous-même hein, a dit, bah, ok, je suis prête à vivre ça pour avancer, mais je sais que je vais en chier, pardon. Mais, mais après, j'aurai terminé ce cycle d'incarnation et je repars sur quelque chose parce que j'aurai fait tout le travail nécessaire pour vraiment me libérer de tout ça. Ce sont des cycles, hein, Marie, on l'a vu sans arrêt, ça, des cycles où l'essence rentre dans un certain cycle pour expérimenter toutes les facettes d'une problématique ou même d'un thème ou d'une notion, même de l'amour. Hein. Là, on peut parler d'amour. L'amour, c'est la haine, c'est la colère, Oui, et c'est l'amour. Et donc, elle vit toutes ces facettes-là, du noir au blanc, en passant par tous les dégradés. Et une fois elle a vécu tout ça, elle s'est dit, OK, ça y est, j'ai expérimenté et je peux passer à un autre cycle. En plus, elle en sort grandie parce que pour l'essence, le plus important, c'est l'expérience. Évidemment, elle n'est ça pas ne, reliée directement à l'émotionnel de l'être. Donc, voilà. ça ne m'empêche pas de remercier chaque jour d'être là, de Et vivre ce oui, que je vis et de pouvoir ainsi, parce que je vis, moi, accompagner les autres, les comprendre, leur apporter aussi des bonnes réponses, des clés, etc. Je remercie ça tous les jours, par contre, de ce que je vis, moi, pour apporter aux autres, pour accompagner les autres dans leur souffrance physique et psychique. Oui. ouais, tout à fait. Eh bien, oui, oui. Mais c'est en plus votre témoignage, vos partages, tout ce que vous faites. Et si vous n'aviez pas vécu tout ce que vous aviez vécu, ne serait pas aussi riche. Et les gens, peut-être, voilà, ne seraient pas venus pour ça, en tout cas pour, pour aussi recevoir tout ce que vous pouvez leur offrir. Oui, c'est pour ça que je remercie tous les jours. Ouais. Mais bon, malgré tout, Et oui, je sais. voilà. Ouais. Mais oui, c'est sûr. Et c'est Merci. vrai que la conscientisation, ça amène pas forcément à chaque fois à la guérison. Je trouve que la conscientisation, ça amène à une compréhension, en fait, et donc à une paix intérieure C'est ça. qui Oui, ensuite peut amener à une certaine guérison parfois. Bien sûr, il y a plein de choses à prendre en compte, comme l'a dit Clarisse, des fois des cycles d'incarnation où de toute façon, bah, c'est pas fini, c'est pas dans cette vie-là qu'on le règle, mais d'un point de vue global, ça finit par se régler. Mais voilà, c'est vrai que même dans l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, si c'est une vie parallèle, par exemple, si c'est à cause d'une vie parallèle que je suis malade, ben le fait d'en prendre conscience, c'est sûr que ça va pas forcément vous guérir, mais ça peut amener la paix. Et ça,
Et ça, c'est déjà merveilleux. Oui, je l'ai, je suis très sereine, mais bon, voilà. Mais bien sûr que ça n'empêche pas la souffrance. Oui, c'est vrai. Une personne Ouais. pose la question pour continuer à évoluer et à conscientiser petit à petit, il est nécessaire de faire des séances d'hypnose régulièrement afin qu'à chaque séance, on apprenne quelque chose de nouveau, qu'on avance. Alors, en fait, la conscientisation, c'est vrai que grâce à l'hypnose régressive assistée, elle peut se faire et on a accès quand même à des informations assez profondes, assez précises, mais il y a plein d'autres techniques. L'intuition, il y a des personnes qui ont tout simplement, qui font des rêves, qui ont des réponses par des rêves, qui ont des visions, voilà. Il y a plein de manières d'évoluer et donc pas forcément que l'hypnose régressive assistée, mais c'est vrai que cette technique-là quand même permet de cibler et d'aller assez précisément voir voilà, les causes. C'est vrai. Ensuite, la migraine dans ma famille semble être transmissible de mère en fille. Pourtant, bien que ma sœur subit toujours ce mal-être qui tient au lit et aux toilettes, mon corps et ma conscience s'est éloignée de cette rudesse, mais je ne sais pourquoi. Cela m'énerve car j'aimerais que ma sœur puisse se libérer. Comment être conscient du processus qui permet un mieux-être à transmettre? Alors, vous souhaiteriez transmettre ce que vous ressentez, c'est ça, à votre sœur pour qu'elle puisse elle-même évoluer, si j'ai bien compris? Oui? Alors, en fait, vous ne pouvez pas faire le travail à la place de votre sœur. Votre sœur a vraiment, et comme toute personne, a besoin de faire son travail par elle-même. Ça Vous pourrait peut-être pouvez, l'aider, ça pourrait peut-être l'aider d'en parler et si moi je pourrais ressentir le processus, de lui donner, comment dire, de lui donner des clés, quoi. bien sûr, vous pouvez le Mais faire. je sais pas pourquoi elle continue à subir les migraines et pas moi. Moi, je Eh subis ben, plus. c'est peut-être qu'il y a autre chose à aller voir, à comprendre. Vous n'êtes pas la même personne, donc automatiquement, Oui. vous fonctionnez différemment. Et même s'il y a des mémoires transgénérationnelles donc qui se répercutent dans les familles, parfois la cause profonde, c'est pas la même parce que vous êtes des essences complètement différentes. Enfin, complètement ou pas, hein, mais vous êtes différentes. Donc ça va résonner. Vous vous êtes retrouvés dans cette lignée parce que vous aviez quelque chose à gérer par rapport à ça et qui s'est manifesté par ce mal de tête. Mais la cause, au-delà de la lignée du transgénérationnel, elle peut être complètement différente. Mm. Par rapport à ce transgénérationnel, c'est vrai que bon, ce sont des choses qui reviennent très souvent, des questionnements qui reviennent très souvent. Et ce que l'on voit aussi beaucoup, c'est que le choix du transgénérationnel est comme un choix individuel. C'est comme si on allait choisir par quelle famille on doit passer pour récupérer quel- quelques informations au niveau de notre code génétique, qui va nous permettre derrière ensuite de travailler sur ce que l'on a à travailler. Mais c'est pas un leg de nos parents, de nos ancêtres qui nous lèguent leur fardeau. C'est nous qui choisissons de passer par là pour récupérer à travers eux ce que l'on a besoin d'avoir. Donc Tout c'est à pour fait. ça que vous pouvez très bien passer par la même famille en tant que frères et sœurs et avoir des problématiques qui peut-être ont des symptômes similaires, mais avec des causes complètement différentes à l'origine, puisque vous êtes juste venus passer par un même canal voilà, pour venir s'incarner. Mais c'est pas les parents qui lèguent les choses. Donc le transgénérationnel, c'est vrai que on peut pas dire qu'ils n'y sont pour rien. Ils nous donnent aussi un patrimoine génétique, mais on l'a déjà au niveau de notre ADN avant d'arriver à l'intérieur en fait de notre mère. Tout à fait. Donc, la question est reposée. Faut-il faire plusieurs séances d'hypnose? Mais ça, c'est vous qui le ressentez. Si vous sentez que l'hypnose régressive assistée peut vous permettre d'avancer dans votre cheminement, oui, bien sûr. Nous, on en fait régulièrement. Bon, on travaille dedans. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'évoluer et ne serait-ce que déjà pour se nettoyer, pour être sûr que tout soit OK pour nous, pour qu'on puisse ensuite
permettre de faire des sessions, mais une personne peut faire plusieurs séances si ça l'appelle, tout simplement. Alors, est-ce que notre conscience, au bout d'un moment, dit stop, j'arrive pour cette réincarnation, on verra la prochaine? C'est-à-dire stop, j'arrête d'évoluer, je veux plus évoluer, on verra la prochaine, c'est ça? Oui, bien sûr, mais ça, c'est vous qui le décidez. Il y a, il n'y a pas de notion de temps au niveau de vos parties plus subtiles, au niveau de votre essence. Donc, si vous décidez que vous avez envie de prendre du bon temps, vous prenez du bon temps et puis vous verrez la prochaine. C'est pas grave. Mais si si vous êtes amené quand même à vivre peut-être certaines choses, peut-être la vie vous amènera le nez dedans et vous serez obligé d'y faire face. Voilà. Donc, mais vous avez quand même le choix. Ensuite, il y a Patty qui nous demande, donc si on n'est pas malade, on n'avance pas, on n'évolue pas, on végète jusqu'à la prochaine réincarnation. Mais en fait, ça dépend aussi de vous, hein. On peut être en très bonne santé et vouloir évoluer, hein. Oui, on n'est pas obligé de souffrir pour Non. évoluer, heureusement. Après, on peut commencer son cheminement en étant en très bonne santé et puis même avec une évolution, un élargissement de conscience, enfin tout ce cheminement, on peut tomber malade, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est immunisé, hein. C'est notre chemin. Il est tellement complexe et il y a tellement de paramètres que c'est pas juste en se disant voilà, je vais tout conscientiser ou au maximum que rien ne m'arrivera. Non, ça va au-delà. C'est des choses que notre être a envie de vivre et notre être sur un certain plan et des plans très élevés ne se rend pas forcément compte que voilà, on souffre et que ça peut être compliqué. Pour lui, pour l'essence, c'est de l'expérience. Donc parfois, ben voilà, c'est juste, on se rend compte parfois dans les sessions que il y a un accord quand même à retrouver entre l'essence, qui elle est bien loin de l'incarnation, enfin bien loin, un petit peu détachée de ce que pourrait vivre l'être dans l'incarnation, et donc nous-mêmes dans notre incarnation, et qu'il y a un accord à retrouver pour que ce soit plus agréable, plus adouci, plus apaisé dans l'incarnation. Voilà, du moins pendant un certain temps, sans forcément arrêter cette évolution. Ensuite, Caro ajoute lien souffrance maladie, écho avec votre vidéo top sur la souffrance. Et oui, c'est vrai que ça fait écho effectivement à la dernière explo qu'on a fait. Oui, vous pouvez la trouver sur la chaîne, sur notre chaîne. Elle est sortie dimanche dernier. Donc avec Marie, on a fait une exploration sur la souffrance. Voilà, c'est intéressant aussi. Le processus est un peu le même, hein. C'est que si la souffrance est là, comme tu le dis bien Marie dans la vidéo, c'est que on n'a pas entendu les signaux précédents et que c'est vraiment une alerte pour nous dire là, il faut que tu t'occupes de toi. Parce qu'en ayant mal, on ne peut que se tourner vers soi. Alors que si on n'a pas mal, on peut toujours se dire oh, ben, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. En gros, hein, c'est ça, hein, Marie? Oui. Donc oui, c'est intéressant. Alors, malgré tout, pourrait-on être attaqué ou passer au mauvais endroit, au mauvais moment et être victime d'une attaque énergétique sans que ce soit karmique? Alors, en gros, est-ce que ça peut nous arriver comme ça sans forcément une raison particulière? Je pense que c'est ça. En fait, si vous êtes attaqué, c'est que vous avez une faille. L'être, s'il est constitué de façon énergétiquement, hein, de façon souveraine, il est dans des fréquences qui lui correspondent totalement et donc il ne sera pas impacté par des énergies extérieures. Si
il est attaqué, c'est qu'il y a une faille quelque part. S'il y a une faille, ben, je dirais, aller voir la faille d'abord, comprendre pourquoi elle est là, pour ensuite comprendre pourquoi cette énergie est venue l'attaquer. Parce que si on se dit, ben voilà, j'élimine l'énergie qui m'a attaqué, mais que je n'ai pas compris pourquoi elle m'attaquait et je ne suis pas allée voir la faille et qu'est-ce qu'elle avait à me dire, finalement la faille est toujours là et d'autres énergies peuvent continuer à venir attaquer la personne. Donc, pour moi, il y a quand même un lien de cause à effet. Voilà. Si une personne est vraiment souveraine dans ses énergies, les attaques lui glissent dessus. D'ailleurs, si on était des énergies, il y en a tout autour de nous, il y en a tout le temps et sans arrêt. Je dis des énergies en général, hein, que ce soit ce que nous on appelle positive ou négative, il y en a de toute façon autour de nous. Si on était attaqué à chaque fois qu'une énergie se présente à nous, on s'en sortirait plus. C'est parce que l'on a quand même une certaine souveraineté et une certaine énergie qui forme notre protection, qui fait qu'on n'est pas attaqué sans arrêt. Sauf que parfois, on a une faille, que ça vienne au niveau émotionnel, mental, psychique, enfin voilà, ça dépend, même peut-être plus loin, là oui, on est attaqué. Après, on n'a jamais un fonctionnement linéaire, quel que soit l'être que l'on est à l'intérieur. On peut avoir cheminé, avoir une évolution, se sentir très bien, se sentir à l'aise, se sentir fort, je dirais, par rapport à toutes ces énergies-là. Mais aussi, on a un corps mental, émotionnel qui continue à fonctionner, qui est dans cette matrice également artificielle de laquelle finalement on ne peut pas sortir. Dire que l'on sort de la matrice, pour nous, enfin, on le considère comme une illusion. Ça n'est pas possible parce que la matrice, elle est là autour de nous, elle définit certaines règles du jeu, et nous, on est dans le jeu. On a accepté de venir ici, on a accepté cette incarnation, donc on fait avec les règles du jeu. Pourtant, on essaie d'évoluer au sein de ces règles du jeu, mais on n'est pas linéaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aller bien, et demain, on peut avoir un choc émotionnel, et parce que l'on a un corps émotionnel, on peut descendre en fréquence et réactiver des failles que l'on avait peut-être libérées, mais qui sont finalement toujours là. Et finalement, on se rend compte aussi que on est comme un oignon, et Clarisse le dit souvent, ou avec des couches que l'on pèle, que l'on pèle, que l'on pèle, pour essayer d'enlever toutes ces couches parasitées, polluées, pour voilà, revenir à un état intérieur beaucoup plus calme et serein et centré. Et voilà, il faut aussi accepter on peut cheminer vers la maladie. C'est pas une fatalité, c'est souvent un symbole, un signe qui veut nous parler, qui nous dit vraiment quelque chose, et quel que soit finalement notre état intérieur. Question, il semblerait, suite au dire de Franck, que peu de gens choisissent la famille dans laquelle ils s'incarnent. Donc, choisir sa famille pour vivre une certaine expérience serait assez rare. Alors, je ne pense pas que Franck ait dit Non, ça, je pense mais que c'est plutôt le contraire. oui. Pour moi, ce que Ouais. je perçois, c'est qu'on choisit. Je n'ai pas de mémoire, en tout cas, d'avoir vu une naissance qui n'ait pas choisi sa famille. Voilà, donc je ne sais pas si je me suis mal fait comprendre, mais pour moi, oui, le choix de ses parents s'est fait en amont. Hein, c'est bien sûr un choix subtil, un choix énergétique, et on vient choisir ses parents pour multiples raisons. Hein. On ne peut pas toutes les exposer parce que c'est impossible là, et puis ça appartient à chacun d'entre nous. Mais en ce qui concerne le patrimoine génétique, ou ce que l'on a besoin de libérer à travers eux, c'est en fait, ils vont nous donner la possibilité, parce que eux-mêmes, ils ont une structure énergétique, ils ont quelque chose qui va nous permettre, lorsque l'on va passer dans ce chemin organique de nos parents, de récupérer certaines informations à travers eux, pour nous permettre derrière de travailler sur ces informations-là. Comme s'ils Oui, nous alors, permettaient de passer d'un état non incarné à un état incarné, et récupérer à travers eux des informations supplémentaires.
Oui, excusez-moi. Donc, Oui. c'est vrai que j'ai mal libellé mon propos. Ce que je voulais dire, c'est que regardant énormément de séances d'hypnose régressive, j'ai souvent vu qu'il y avait des interférences qui réincarnaient les âmes qu'elles avaient capturées, si on peut dire qu'elles avaient interféré, et qu'elles les obligeaient à se réincarner dans certaines familles. Ça, c'est un certain C'est point de vue, en fait. Oui. c'est ce que Ouais. j'ai vu très, très Oui, régulièrement. ça, c'est quand on se place sur un certain plan. Nous, on a une vision différente qui fait que on va dire, la partie, euh, comment je pourrais dire ça, il y a une part de nous-mêmes qui a choisi en amont, donc la famille dans laquelle Elle l'être va veut se s'incarner. réincarner. Voilà. Mais après, il peut y avoir peut-être des contraintes, des paramètres, des choses qu'elle n'avait pas forcément prévues et qui fait que dans cette expérience-là, peut-être, voilà, elle n'a pas spécialement choisi complètement. Mais à la base, c'est quand même, ça reste quand même un choix. C'est comme le choix de l'incarnation. À Donc chaque fois vous ne parlez pas des interférences, des âmes qui partent et qui sont interférées. Vous n'en parlez pas. C'est Si, pas bien sûr. dans vos. Ouais. Parce que ça, Si, j'en ai vu énormément, quoi. Je veux dire, c'est oui, même oui, une majorité. Donc là, vous êtes en train de me dire que ça, non, vous n'êtes pas sur ce c'est- chemin. Alors que c'est vécu, quoi. C'est des choses qui sont oui, oui, réellement si on se vécues. place sur un certain plan, cela Je comprends existe. pas ce quel plan vous parlez là, Ah, Clarisse. comment je peux dire ça? Si c'est comme par exemple pour le choix de l'incarnation. Euh, on a remarqué que toute personne, toute essence décidait de venir faire l'expérience de l'incarnation sur Terre. Or, on a vu qu'il pouvait y avoir des incarnations interférées dès le départ pour soit qu'elles soient soumises, soit sous l'emprise d'eux, etc. Mais à la base, cette volonté de s'incarner, elle est bien là. Donc, Oui, à la si on base, se mais il y a place, beaucoup d'interférences, énormément, oui, oui, énormément, oui, bien énormément. sûr. Ouais, Mais si on se place excusez-moi. sur ce plan-là, cette part de la personne, elle est OK pour venir s'incarner. Après, si on se place sur un plan beaucoup plus proche, on va dire peut-être de l'incarnation ou des plans incarnés, eh bien, on se rend compte qu'il y a plein de paramètres qui ont faussé un petit peu tout ça, qui ont Ah ouais, redirigé, etc. d'accord. Oui, Donc c'est les paramètres. là, on peut comprendre qu'il y a eu un déni d'incarnation. Par exemple, l'être ne veut plus s'incarner, mais à la base, l'intention, elle est bien là. Ah oui, Donc, ça dépend d'accord. sur quel plan on se place. À C'est quel tout est là. moment? Et souvent, nous, on va chercher toujours au-delà de, de l'interférence parce qu'on considère que l'interférence, c'est la conséquence d'une, je vais dire d'une cause, mais ou Ben, d'une faille, voilà, oui. d'une faille, et que Mm, vaut mieux aller voir d'abord la faille mm, pour comprendre pourquoi elle est là, mm, et qui a ensuite après attiré certaines interférences. Mais si on d'accord. comprend pourquoi la faille est là, Mm, eh bien, il y a un réajustement qui se crée au niveau de l'être qui mm. fait qu'elle peut récupérer ses pleins pouvoirs, sa souveraineté, voilà, Ah son d'accord, ok. énergie, etc. Oui, je comprends. Mm. Voilà, bon, j'ai fait un petit parallèle, c'était pas exactement ce que vous disiez, mais Non, non. Mm, voilà, c'est vraiment la façon dont on aborde la session qui va peut-être être différente par rapport à certaines personnes qui vont faire des sessions uniquement en étant en relation avec les interférences, tout à pour fait, les c'est tout à fait. combattre ou pour les Mm. éliminer, etc. Nous, Ah ouais. Mm. on se place sur un autre plan, comme si on voyait la scène, mais complètement différemment. Ouais, tout à Voyez? fait. Et finalement, les interférences, c'est juste la conséquence, mais la cause, c'est le plus important d'aller voir. C'est vrai. Voyez? Mm, exact. Merci. Ce que je peux rajouter, c'est que chaque être est en fait est constitué de plusieurs parties. Et dans le propos que vous avez, ça voudrait dire que on réduit notre être à son âme seule.
Et ça veut dire que du moment où on contrôle l'âme, on contrôlerait l'être tout entier. Or, nous, ce que l'on observe, c'est que on est un être beaucoup plus complet que ça, avec une essence, avec différents plans de conscience, avec une particule originelle, avec différentes couches énergétiques, qu'elles soient physiques, non physiques, subtiles. Et on a notre âme qui, elle, enregistre certaines données. Donc effectivement, notre être, dans un entre-deux incarnations, peut aller se régénérer au niveau de la source, énergétiquement parlant. Et son âme peut être bloquée, effectivement, dans un plan, soit intercepté par un égrégore, soit se situant un petit peu dans une bande de fréquence où cette âme a l'air errante. Et quand l'essence a fini son entre-deux et vient se réincarner, elle peut récupérer cette âme-là, qui va arriver donc avec la sensation, les informations qu'elle a recueillies, qui ont pu être fournies, procurées par les interférences. Mais l'être s'est quand même régénéré et est revenu dans une incarnation. Alors certes, avec cette âme qui va être parasitée, et justement, ça sera peut-être quelque chose que la personne aura à travailler au moment de cette nouvelle incarnation. Donc voilà, c'est juste pour dire que on ne peut pas être réduit juste à une âme, une essence, parce que au-delà de tout ça, on a d'abord une conscience globale qui, elle, connaît le dessin dans son ensemble, de toutes nos expériences. Et c'est elle qui va un petit peu leader tout cela en proposant de nous fournir une essence pour aller faire telle ou telle expérience, et que même cette essence, si elle est unique, à chaque expérience, elle va déployer certaines caractéristiques, certains potentiels qui va faire que l'on va être à chaque fois une personne différente, mais on va œuvrer pour un être qui est beaucoup plus global dans tout ça. Voilà. Et on va enrichir notre âme, on va la dépolluer au fur et à mesure, et aussi on va bien sûr être en contact avec des tas et des tas d'énergies qui peuvent intervenir sur nous, notre âme également. Donc je dis pas que c'est un cycle sans fin, mais l'expérience de l'incarnation est quand même un challenge qui nous demande quand même de cheminer pour se libérer au maximum de tout cela. J'ai un autre exemple. À une époque, on voyait beaucoup de déconnexion à la source. Donc, on vérifiait tout le temps si la personne était connectée à la source. Et en fait, petit à petit, plus on a avancé et plus on a élargi notre manière d'observer en hypnose, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, la personne n'est jamais complètement déconnectée de la source. Sinon, elle ne serait pas là en train de vivre une session d'hypnose régressive assistée. Parce qu'il faut quand même une certaine évolution pour faire cette démarche. Donc, c'est pas rien de faire une session ou même ne serait-ce que une technique comme ça d'évolution personnelle. Et on s'est rendu compte donc, c'était juste une part de sa conscience ou une part de sa connexion qui était déviée, qui était peut-être sous emprise, voilà, qui n'était pas, la personne n'était pas pleinement et pleinement connectée. Mais finalement, est-ce que l'on est pleinement connecté? On ne l'est jamais complètement, mais on ne l'est jamais complètement pas. Donc, en fait, c'est juste une perception, la perception qui est différente. Et depuis, on ne voit pratiquement personne, hein, Franck, et même Marie, Oui, hein, oui, tout à fait. c'est enfin, non, depuis un certain temps, on ne voit personne qui soit déconnecté complètement de la source. Parce qu'on a une autre vision et on perçoit, donc la connexion, on la perçoit quand même, mais c'est juste peut-être la perception d'un des plans plus inférieurs de la personne qui se considère comme déconnecté parce que peut-être pas digne ou parce que illégitime. Et du coup, elle renvoie une image d'elle-même ou une image de sa connexion ou de sa déconnexion. Elle se renvoie cette image-là, genre je ne suis pas connectée parce que je ne suis pas digne ou je suis illégitime ou voilà.
Donc en fait, c'est ça, c'est la perception. Tout dépend encore une fois de quel point de vue on se place. Et finalement, si le télépathe se place d'une certaine manière, oui, peut-être qu'il va voir la déconnexion parce que l'être lui-même se considère comme déconnecté. Mais s'il se place d'un autre point de vue, eh ben, il sera toujours connecté. Donc ça, c'est magnifique parce que on voit bien que finalement, rien n'est perdu, rien. Il y a toujours cette notion voilà, de connexion et d'énergie originelle. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Oui, Françoise? Oui, une petite question justement suite à ce que vient d'expliquer Franck sur tous les éléments qui nous composent en fait, avec cette essence, cette âme, etc. Donc une question que je me pose depuis pas mal de temps maintenant, dans nos vies parallèles en fait, est-ce qu'on a tous ces éléments-là dans chaque vie parallèle ou qu'une partie? Il faudra aller observer. Ouais. Je pense que ce serait, oui, pourquoi pas, un sujet d'exploration. Si ça vous appelle, oui, d'aller observer, pourquoi pas, tout ça. Moi, on ne sait pas. On est sans arrêt dans la découverte. Donc, moi, je ne vais jamais vous dire quelque chose, c'est comme ça et ça sera comme ça tout le temps. On C'est évolue ça au qui est fur et à génial. mesure de nos perceptions et de notre évolution. Donc, voilà, ça peut Ouais, tout c'est à fait ça. être possible. Ouais. Ok. Donc à voir. Mais oui, puis à partir du moment où vous dites que tout est possible, ça ouvre beaucoup Oui, de portes. Donc, c'est toujours intéressant. Allez, on va continuer sur les questions. J'aimerais bien répondre à toutes les questions qui sont posées dans le chat. Oui, la prochaine, c'est Ouais, vas-y. quels sont les risques d'une hypnose régressive? Cela peut-il être plus nocif que bénéfique? Alors, donc, ça dépend de la manière dont, on va dire, dont est conduit, dont est guidée dont est guidée la session. Mais je dirais même, tout aussi dépend de la manière dont la personne reçoit les informations. Ça y est. Imaginons un télépathe décrit une scène choquante parce que des fois il a accès à des vies antérieures ou des expériences qui peuvent être traumatisantes et la personne peut-être ne s'attend pas du tout à avoir ce type d'information et puis elle le reçoit comme ça, et puis après la session, ça cogite dans sa tête, elle se dit mais finalement j'ai vécu ça, etc., etc. Et ça peut vraiment peut-être vraiment bloquer le processus de libération qui est entamé lors d'une session quand il y a justement ces compréhensions-là. C'est pour ça que le télépathe est toujours très prudent, en tout cas les télépathes Franck et Marie, donc avec qui je collabore. Ils sont toujours très prudents dans ce qu'ils vont décrire. Moi aussi, parfois, je pose la question pour juger un petit peu ce que la personne est capable de recevoir comme information, pour ne pas que ce soit choquant et pour que voilà, que ça ne lui reste pas ensuite après la session. Et je précise souvent et régulièrement que si ce que perçoit le télépathe dans une vie antérieure, eh bien, ça concerne l'essence, ça ne concerne pas l'être incarné qui est aujourd'hui en train de faire cette session. Dans le sens où on ne parle pas de la personne en elle-même, on parle d'une expérience qu'a vécue l'essence. Pour qu'il y ait quand même cette notion de ne pas s'identifier à ce que l'expérience de l'essence, à ce que l'essence aurait pu vivre comme expérience. Voilà. Et ça, c'est très important. Parce que voilà, il y a des choses qui sont pas forcément agréables à entendre et ça peut vraiment choquer. Donc dans ce sens-là, voilà, tout dépend de la manière dont c'est fait.
Et après, une personne peut peut-être penser que ou peut ressentir des choses après la session qui lui sont nocifs. Nous, on recommande pourquoi pas, si vraiment ça va pas, si elle se sent pas bien, de faire une session de vérification pour observer en fait l'évolution après la session. Et là, je dirais même à chaque fois, hein, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, à chaque fois, on voit que ce qui peut lui arriver dans la matière, dans ses émotions, au niveau de son mental, même au niveau de son physique, et qui peuvent être traumatisants ou qui peuvent être perturbants, eh bien, c'est parce qu'il se passe des choses au niveau du subtil qui bousculent un petit peu les énergies, parce que ça a besoin d'être vécu de cette manière-là pour vraiment aller jusqu'au bout et se dire, OK, là, c'est bon. Je vis les choses de cette manière-là, j'ai compris, ça se passe de cette manière-là parce que ça a besoin d'être vécu, voilà, jusqu'au bout du physique, jusqu'au bout du mental, jusqu'au bout de l'émotionnel. Et ensuite, voilà, ça laisse place à quelque chose de plus apaisé, voilà, de plus calme et de plus doux ensuite au fur et à mesure des semaines. Mais souvent, hein, Marie, on a fait des sessions de vérification et c'est vrai que les personnes qui étaient un petit peu paniquées, finalement, se rendent compte que voilà, ça fait partie du processus d'être un petit peu perturbé, chamboulé après la session, parfois, mais que c'est vraiment pour libérer, continuer à libérer des mémoires de ce qui a besoin d'être libéré. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, à partir du moment où cette pratique vous parle et que voilà, vous vous sentez prêt, vous êtes sans attente dans l'accueil et que voilà, vous vous sentez appelé par cette pratique, c'est quelque chose de plus subtil, supérieur qui appelle en fait cette pratique. Donc, je dirais pas que, enfin, pour moi, il n'y a pas de risque à faire une séance d'hypnose tant que vous vous sentez appelé. Si c'est pour avoir des réponses telles que est-ce que ben, il s'est vraiment passé ça dans une vie antérieure ou si c'est juste ça dépend de quelle part de vous est appelée par la session. Et si vous vous sentez appelé d'un point de vue plus subtil, supérieur, là, il n'y a pas de risque, selon moi en tout Tout cas. à fait. Allez, notre question. Quel intérêt de... Oui, vas-y. Quel intérêt de passer par la maladie s'il existe d'autres moyens d'évoluer? Je vais jusqu'au bout de votre raisonnement. C'était tout à l'heure quand on disait justement qu'il n'y avait pas besoin de souffrir forcément pour évoluer. Oui, tout à fait. Et comme l'a dit Marie dans l'exploration là, sur la souffrance arrive parce qu'on n'a pas su déchiffrer les signaux avant-gardistes. Et la maladie, c'est ça, il y a eu des signaux précurseurs pour montrer qu'il y avait peut-être un déséquilibre à observer pour pouvoir pour pouvoir y mettre de la compréhension et donc retrouver une certaine harmonie. Ça n'a pas forcément été vu, compris, et à un moment donné, voilà, le corps, l'émotionnel ou même le mental, il s'exprime jusqu'au bout et ça fait mal. Voilà ce que je pourrais dire. Je sais pas. Mm. Non, mais après, la maladie ce n'est pas forcément un passage obligé. Là, Non. aujourd'hui, on parle de ça, mais sur le nombre de personnes que l'on rencontre, heureusement, il y a finalement peu de personnes qui sont malades au sens euh, strict du terme. On a tous des problématiques, des choses à régler, mais heureusement, on n'est pas tous malades. Oui, bien sûr. Et heureusement que la souffrance ne soit pas indispensable pour évoluer. Oui, tout à fait. Heureusement. Oui, oui, oui. Non, la maladie, c'est un aspect particulier, caractéristique de nous-mêmes. Hein. C'est peut-être qu'à un moment donné, soit il y a une faille qui n'a pas été entendue jusqu'à présent et qui s'est laissée cristalliser de plus en plus et qui, à un moment donné, ressort dans notre expérience de vie. Voilà, il n'y a pas de chemin, je dirais, idéal. Il y a juste ce qui se présente au moment où ça se présente.
Une autre question, de ce que j'ai pu comprendre de ce que Franck a dit, on ne peut en vouloir à nos parents, à qui que ce soit, pourtant certains nous sont extrêmement nuisibles. Eh bien, ça dépend encore une fois sur quel plan on se place. Eh oui. Un exemple sur lequel des parents toxiques ou une mère mal aimante, l'enfant qui donc subit tout ça et qui n'a pas l'amour qu'il aurait aimé. Donc, on peut très bien comprendre qu'il en veuille à ses parents. Après, quand on observe donc la situation et peut-être si on a accès aux informations de la maman et pourquoi elle en est arrivée là, eh bien, quand on comprend les causes qu'elle aussi, elle a souffert et qu'elle ne sait peut-être agir ou réagir que de cette manière-là, même si elle aimerait faire mieux ou tout simplement, elle ne sait pas, voilà, elle ne sait pas comment réagir ou pour elle, elle ne connaît que ça. Eh bien, parfois, voilà, ça apporte un apaisement, même si nos parents étaient des tyrans. Mais bon, après, c'est leur histoire. Et vous, votre histoire, c'est justement de comprendre tout ça, peut-être de pardonner, mais c'est pas forcément une obligation de pardonner absolument, parce qu'il y a des choses qui sont impardonnables dans la matière, hein. Mais en tout cas, la compréhension va permettre quand même d'apaiser tout ça. Et ce que j'aime bien aller observer également, c'est pourquoi l'enfant, donc, ou l'être dont les parents ont été difficiles ou lui ont fait du mal, pourquoi il a choisi ce type de famille. Et quand on va chercher les causes, des causes, on comprend pourquoi. Et parfois, c'est pour libérer des mémoires. Parfois, quand on observe les caractéristiques de l'essence, on se rend compte qu'elle a tous les potentiels pour justement rentrer dans cette famille difficile et permettre certaines libérations au niveau de l'arbre généalogique. Souvent, voilà, c'est presque héroïque, hein, ce que l'on perçoit. Mais c'est vrai que d'un point de vue uniquement émotionnel, mental, ça peut ne pas être compréhensible. Tout à fait. Et puis, une autre question, peut-on faire des réincarnations simultanées? Alors, il faudra un peu plus de détails. Réincarnation simultanée. Alors, il y a des essences qui se réincarnent dans différents êtres. Ça, on a pu l'observer. Mais j'avoue que c'est assez difficile à concevoir. Je pense qu'il y aurait à découvrir encore hein, sur ce sujet-là. Il y en a qui disent oui, hein, qu'il y a des essences vraiment qui, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait voir son double, qu'on pourrait le voir. Moi, j'aimerais bien connaître les conditions, les paramètres, voilà, justement pour que. Oui, c'est tellement large, il peut y avoir Ouais, tellement de voilà. questions. Parce qu'aussi d'un point de vue très très élargi, on est tous un, enfin, on fait tous partie de l'unité, donc en fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Ouais, tout à fait, ouais. On a déjà vu hein, des cas où on a vu une espèce d'essence mère qui donnait, je dirais, qui se décuplait pour, on va dire, donner naissance entre guillemets à deux fractalités, hein, deux essences fractales, mais qui étaient quand même, elles étaient uniques malgré tout. On n'a pas vu un cas où même s'il y avait une essence commune à un moment donné, on n'a pas vu deux êtres complètement identiques. Alors, on peut pas dire que ça n'existe pas, on n'en a pas rencontré Oui, en tout mais cas. peut-être c'est pas forcément par rapport à deux êtres identiques. Hein, Mais des fractalités, ça, on a vu ouais. quand même. On avait vu ouais, quelques fois. Ouais. Prochaine question. Corinne qui nous demande, quand on souffre trop, est-ce que l'âme peut quitter notre corps physique pour ne pas trop souffrir? Oui.
On l'avait vu ça, hein. Je ne sais plus si c'était Oui, avec ton alors mari ou moi avec je moi. dirais Ouais. je dirais peut-être plus la conscience. Enfin moi c'est ce que j'observe le plus souvent plutôt que l'âme. L'âme, je la vois un petit peu comme un système de sauvegarde qui télécharge toute notre expérience, toutes nos mémoires. Mais peut-être que la conscience, oui, ça j'ai déjà vu des fois où la conscience sortait un petit peu du corps pour justement décompenser peut-être cette souffrance physique. Maintenant, est-ce que la souffrance physique est vraiment atténuée? C'est pas évident, c'est pas évident. Même si la conscience, c'est vrai que lorsque la conscience se déconnecte du corps, dans certains cas, elle amène avec elle une certaine perception, oui, de la souffrance et de la maladie. Comme si la personne, dans la matière, elle se sentait un petit peu déconnectée d'elle. Donc, ce qui lui permettait de moins souffrir et de moins ressentir. Mais voilà. Est-ce que c'est vraiment dans la réalité des choses, est-ce que le corps ne souffre plus? C'est peut-être l'information tout simplement qui est différente. Mais la souffrance, elle peut être là. En fait, j'ai posé cette question parce que j'ai eu la fibromyalgie pendant une quinzaine d'années. C'est très douloureux et de temps en temps, je sentais qu'il y avait une part de moi-même qui s'échappait quand je souffrais trop. Donc c'est pour ça que j'ai posé cette question et puis après, bon, ça revenait, mais je pense qu'il y a de ça quand même. Je Oui, Oui, oui. oui, mais c'est un peu les cas où les personnes ont des accidents et pendant un laps de temps, avant que l'accident ne se produise vraiment, que l'impact, par exemple, se produise, la conscience se déconnecte du corps, comme si elle permettait à la matière d'absorber le choc euh, sans qu'il y ait l'emprise de toute cette douleur et de toute cette souffrance à ce moment-là. Oui, merci. Alors, autre question. Quel serait le timing après une session pour faire une session d'observation? Alors, déjà, entre 2 sessions, on recommande un minimum de 3 à 5 mois, hein, entre 2 sessions, 2 sessions classiques, hein. Une session d'observation, je pense que c'est de vérification, hein, que vous voulez dire. Ce serait quand la période de métabolisation est passée et qu'il y a encore beaucoup de perturbations, des questionnements qui fait que la personne n'a pas l'impression du tout d'avancer et qu'elle est vraiment dans voilà, quelque chose de comme si elle était enfermée dans ces questionnements et dans voilà, ces problématiques, en sachant que ça peut arriver, hein, pendant un certain temps et ensuite vraiment se libérer. Et donc on apporte, grâce à cette session de vérification, une vision beaucoup plus élargie qui permet de comprendre pourquoi elle passe par ces perturbations-là, qui sont peut-être un peu plus fortes que d'habitude, et pour le permettre d'adopter une vision un peu plus, voilà, un peu plus apaisée, lui apporter des compréhensions. Voilà. Donc, à peu près dans les 3 mois, si vraiment ça va pas bien. En quoi l'humeur, l'état d'esprit au moment de la session, la propre histoire des praticiens, etc., n'interfèrent pas la session? Alors, ben, tout est là, le professionnalisme des personnes qui font une session, autant l'opérateur que le télépathe, c'est de se préparer énergétiquement pour être le plus neutre possible. Et donc, bon, je vois Marie, Franck se préparent à l'avance avant la session. Ils se nettoient régulièrement, on se nettoie régulièrement énergétiquement, on se fait des checks, on appelle ça des checks régulièrement pour voir si tout est OK. Et après, c'est une habitude de laisser de côté, hein, vraiment ce qui pourrait entrer en résonance avec peut-être certaines informations. On sait qu'on peut les laisser de côté. Ça, c'est un exercice, hein, c'est une habitude qu'on prend pour éviter que le télépathe ou l'opérateur soit trop impacté et que ça puisse orienter la session. Mais encore une fois, si ça l'oriente,
ce n'est jamais pour rien. Il y a toujours quelque chose à apprendre, en fait, je dirais. Voilà. Après, c'est aussi à l'opérateur de savoir zoomer, dézoomer, voir qu'est-ce qui est personnel, qu'est-ce qui est vraiment qui n'a rien à voir avec la session, avec la personne qui vient faire cette session. Mais en général, s'il y a quelque chose qui va résonner chez le télépathe ou l'opérateur, c'est que ça a besoin aussi peut-être d'être observé pour la personne. Mais voilà, il faut avoir cette vision globale pour faire la part des choses. C'est ça le plus important. Parce que toute information est à prendre et toute information est importante. Il faut Tout à juste fait. savoir où la placer. Après, c'est vrai que que ça soit un télépathe, un opérateur, on a tous nos filtres, nos biais, nos croyances. On n'est jamais sans aucune croyance, quelle qu'il soit. On Bien croit sûr. toujours en quelque chose. Mais une session, c'est la rencontre en fait entre un opérateur, un télépathe et la personne. Et ce choix, il se fait aussi dans le subtil. C'est pas juste, tiens, lui, il me plaît bien, il parle bien. Ça se fait au-delà de ce que l'on perçoit là dans la matière. Donc, quand une personne vient à notre rencontre, c'est parce que une partie d'elle sait que l'on pourra lui apporter quelque chose en rapport avec nous, avec nos propres biais, nos propres croyances. Et que peut-être après, lorsqu'elle va cheminer, elle va rencontrer un autre couple d'opérateurs télépathes et c'est ce couple-là qui va l'appeler parce que ce sont ceux-là qui pourront lui apporter de nouvelles réponses à ce moment-là. Il y a toujours voilà un équilibre, un ensemble. C'est vraiment une rencontre, hein, vraiment ça on le voit systématiquement. Tout à fait. Je vois qu'il est déjà 8 heures passées, donc je ne vais pas vous retenir trop longtemps. On va juste terminer de répondre aux questions qui sont posées dans le chat et si éventuellement vous avez des questions à poser à l'oral pour finir cette rencontre. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Alors, c'est par rapport, je pense qu'elle parlait à l'APLA qui parlait d'être malade sans souffrir. Hein, c'est ça. Peut-on être malade de façon avérée et pour autant ne pas souffrir? Ben oui, je pense que ça existe. Après, c'est peut-être l'expérience que doit vivre la personne. Je ne sais pas. Il faudrait un peu plus d'informations, mais voilà, il faudrait peut-être aussi aller voir, voilà, qu'est-ce qui fait que ça se manifeste de cette manière-là pour elle? Qu'est-ce qu'elle a à vivre, à comprendre? Après, qu'est-ce que la maladie? Il faut la définir. Est-ce que c'est juste un symptôme ou est-ce que c'est un état d'être intérieur? Voilà, on peut être malade toute sa vie, ne pas avoir de symptômes et mourir avec une maladie. Et c'est juste que rien ne s'est déclaré pour aller la voir, donc on est passé à côté. Bon, voilà. Oui, puis peut-être que ça ne se manifeste pas par de la souffrance Oui, dans le heureusement, oui, physique, oui, bien mais sûr, peut-être que ça se manifeste autrement, un mal-être profond, indescriptible, je ne sais pas. tout à fait. Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'on se connecte mieux ou est-ce qu'on peut guérir plus rapidement dans nos sorties astrales et nos rêves éveillés? Il faut savoir ce qu'on fait, je pense. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup d'expériences comme ça, de sorties astrales, de rêves éveillés, et que ça les aide. Bah, si ça les aide, pourquoi pas. Après, il y a toujours des risques, hein, sortie astrale, bon, que ce soit quand même contrôlé. Je sais pas, Franck, qu'est-ce que tu as comme réponse? Moi, je sais pas C'est spécialement difficile, hein, on ne Ouais. connaît pas forcément les pratiques que décrit Ça cette dépend comment personne, c'est fait. mais Ouais, oui, c'est ça, oui, oui. Disons que c'est pas un jeu, voilà, c'est pas un ouais. jeu. Il faut, quand on fait des choses de cet ordre-là, spirituelles ou subtiles, ça peut Ouais, il avoir des faut faire attention. conséquences. Et Ouais. ça peut avoir des conséquences de la même façon une session d'hypnose a des conséquences. Chaque choix que l'on fait, chaque pratique que l'on pratique a des conséquences pour nous. Ouais. Mais quand je dis conséquences, c'est tout type de conséquences, hein, positives, négatives, et encore négatives, il faudrait aussi le définir, parce que nous, on n'est pas trop
dans cette optique de les choses sont positives ou négatives. Elles sont. Ça Et apporte c'est de juste comment on les après. considère, C'est ça. comment on les voit, comment on les comprend. Et c'est vrai que systématiquement, avoir cette approche d'essayer de comprendre pourquoi les choses nous arrivent ainsi. Je dis pas qu'on y arrive systématiquement, mais d'avoir la démarche, ça permet d'avancer, d'évoluer dessus et de pas se dire que tout est une fatalité et que derrière il y a obligatoirement des compréhensions, voilà, à aller chercher. C'est juste comment on y va, comment on y accède. Et c'est vrai que peut-être cette pratique de l'hypnose régressive facilite un petit peu ce cheminement, voilà, parce qu'on a accès à des informations que l'on n'aurait pas forcément aussi facilement ou aussi rapidement. Mais après, c'est pas non plus tout est possible, tout est ouvert. Il y a tellement de pratiques possibles que voilà, il suffit d'aller vers ce qui nous appelle au moment où ça nous appelle. Tout à fait. Voilà, je vois qu'il y en a qui partent parce que c'est l'heure pour eux. En tout cas, merci d'avoir été présent ce soir avec nous et d'avoir posé toutes ces questions. Caro, je crois qu'il veut me poser une dernière question. Vas-y. Ouais, Oui, ça marche, Caro. c'est bon, vous m'entendez? Ça marche, Oui. ouais, très bien. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Je suis contente. Bonsoir, Caro. Oui. J'adore vous suivre et j'adore, enfin voilà, tout ça. Merci, Caroline. Ouais, et merci pour le travail que vous faites. Je vais faire court parce que je vois que des fois il y en a des gens qui partent et tout, même si moi ça pourrait durer toute la nuit, ça m'irait très bien. Mais c'était vraiment pour un tout petit témoignage personnel. On parlait donc de maladies, d'accidents, etc. Et c'était juste pour exprimer. Moi, j'ai eu un accident il y a 15 ans. Et en fait, je me suis fait écraser la jambe, enfin voilà, par une machine au travail. Et en fait, tout ça pour dire que ça a été pour moi le début de ma nouvelle vie parce que c'était, bon, j'étais encore jeune à l'époque, ça a vraiment été l'opportunité où tout a basculé dans ma vie parce que avant j'avais pas la conscience de mon corps, pas la conscience de beaucoup de choses, et jeune et très sportive et aucune limite, aucune limitation. Et puis cet accident, bah, j'ai dû réapprendre à marcher, fauteuil roulant, tout ça. Donc du coup, réapprendre les bases, l'équilibre. Et, et en fait, juste une anecdote, j'étais allée voir mon médecin et j'y avais dit, j'ai mal, je souffre, voilà. Et en plus, je ne peux plus faire de sport, tout ça. Et il m'a donné un post-it et il m'a dit, non, vous êtes jeune, ça peut peut-être marcher. Allez voir Christophe André, allez voir YouTube, allez voir des trucs. Et moi, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il m'envoie faire? J'étais jeune et aucune conscience de rien, je ne connaissais rien du tout. Et tout ça pour dire que ça a été le début d'un long chemin. On imagine bien que ça va loin, notre chemin sur soi et tout ça. Mais ça a démarré comme ça. C'est fou. Par la méditation, la prise de conscience, le corps, et prendre conscience aussi que la conscience est dans le corps et fait partie du corps. Et ça, on n'en parle pas souvent suffisamment. On croit que la conscience, elle est toujours loin de nous et il faut aller la chercher très haut. Et la conscience est dans le corps aussi. Et pour moi, j'ai mis des années avant d'aimer du coup mon pied, ma jambe, etc. Et c'est devenu mon allié et mon outil numéro 1 de conscience pour me dire, là, faut rééquilibrer, là, tu vas trop loin, si la souffrance s'installe, qu'est-ce qu'il faut revoir? Et voilà, mais ça fait quand même plus de 10 ans que je suis avec ça tous les jours. Mais tout ça pour juste illustrer que ça a été cet accident, l'opportunité totale de me découvrir et de m'expanser dans cette conscience. Voilà. C'est magnifique. Merci pour ce témoignage. Et effectivement, je confirme, le corps a une conscience et il a tout un système de fonctionnement avec ses propres capacités que le mental et que plein d'autres choses ne contrôlent pas. Donc, il a vraiment son système de fonctionnement propre.
et donc sa conscience. Ouais. C'est vrai qu'on l'oublie souvent. On a l'impression que c'est notre mental qui dirige notre corps pour lui faire faire des choses. Mais il est tout à fait capable de gérer évidemment énormément de choses. Et d'ailleurs, tout ce que fait notre corps à l'intérieur de nous pour que le sang circule et que les cellules se régénèrent, c'est magnifique, quoi. Donc oui, effectivement, c'est bien de le rappeler. Et merci Caroline pour ce témoignage très poignant. Merci. Merci beaucoup. Merci, ouais, bravo, Caroline. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été présents et d'avoir posé toutes ces questions. J'espère vous revoir très bientôt. Voilà, on reproposera une rencontre le mois prochain. Je pense que ce sera le 20 si j'ai bonne mémoire, mais vous serez au courant dans les newsletters ou bien sur YouTube, je fais des posts. Merci et je vous dis à très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir à tout le tous. monde. Au revoir. Merci, au revoir.